Le casque de réalité mixte Apple, nous avons acquis la conviction qu'il en a essayé un prototype et qu'il a vu des images du produit quasiment définitif. Le design du casque, jamais personne n'en avait donné une description aussi précise. Personne n'en a besoin, mais tout le monde en aura envie, dit-il. Tout le monde, à commencer par Ellie. Enfin, lui, il a l'air enthousiasmé par le casque. Moi, je voulais déjà l'acheter, mais là, je pense que j'avais envie de dire « Shut up and take my money ». Quant au prochain Mac, aucune hésitation. Cette semaine, c'est un épisode spécial que vous propose la Team iWeek, la semaine Apple, avec le retour d'un invité exceptionnel, Mark Gurman de Bloomberg, le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et sur ses projets à venir. 37 minutes d'interview suivies par 35 minutes de débrief entre nous pour décrypter les mots, les silences et tout ce qui ne s'entend pas. C'est vraiment intéressant de voir. Tu lui poses la question sur est-ce que tu as essayé, est-ce que tu l'as vu, machin. Non seulement il réfléchit 5 secondes, mais en plus, il recule un peu, tu vois. Il y a du langage non-verbal là, qui s'exprime. Et puis ne ratez pas le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Deuxième prolongement de l'interview avec Mark Gurman. À quoi bon garder l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus dans la prochaine gamme? Pour en profiter et pour nous soutenir, patreon.com/iweek. Un épisode disponible en audio, en 2 versions sur toutes les plateformes de podcast. Version française avec la voix de Mark Gurman doublée par Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Merci Alex. Et version américaine originale avec Mark Gurman sans traduction et nos questions en anglais. Quant à la version vidéo sous-titrée, elle est disponible dès maintenant sur YouTube et sans pub sur patreon.com/iweek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 135 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast indépendant de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Un numéro événement, n'est-ce pas Elie Abitbol ? Un événement planétaire, je dirais. Un événement monumental. Elie, président des Apple Premium Resellers en France, je le rappelle, et cofondateur de MCS avec 4 magasins à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. N'est-ce pas Gilles Dounès qu'on est impatient aujourd'hui ? Ah oui, on est chaud comme des barriques à frites. C'est ça. Et tu en connais un rayon sur les food trucks, mon cher Gilles. Ex-rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur du livre de référence sur l'iPod, iPod Backstage. Fabrice Neumann, n'est-ce pas qu'on a compté les jours ? Mais oui, bonjour mon capitaine. Bah oui, parce que on sait qu'on avait un invité de marque aujourd'hui, j'ai pas fait le jeu de mots exprès, pardon. On l'a annoncé la semaine dernière. Il est parmi nous et on a compté les jours en essayant de se préparer au mieux pour le recevoir dignement, absolument. Évidemment. Et n'est-ce pas, François Le Touédic, qu'on en a des questions à partager avec lui ? Yes. Oui, on a beaucoup de questions et pour certains plus que d'autres, ce sera un petit supplice parce que nous ne sommes pas égaux devant la maîtrise de l'anglais et je pense que les accents ne seront pas équivalents, n'est-ce pas, monsieur Fabrice Neumann Oui, mais c'est pas grave. Yes, darling. L'important, c'est de comprendre. T'inquiète pas, François, ça va bien se passer. Moi, je rappelle que tu es formateur désormais et toujours enseignant en informatique et en audiovisuel à Vannes. Alors, question. Qui a écrit « Apple a choisi le 5 juin 2023 pour être l'un des jours les plus importants de son histoire ». Il est le journaliste au monde le mieux informé et le plus écouté aussi quand il s'agit d'Apple. Son nom, c'est bien sûr Mark Gurman de Bloomberg. Bonjour Mark, c'est vraiment génial de t'accueillir pour la 2e fois dans iWeek, la semaine Apple. Hello Mark, it's really great to have you back on iWeek, the Apple Week podcast. Thanks for having me. It's a pleasure to be on with you all. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très content d'être avec vous. J'ai passé un bon moment avec vous la dernière fois et je suis très heureux de participer à nouveau. Of course. Alors on va revenir en détail dans un instant sur ces sujets, mais d'abord vraiment en apéritif, pourquoi est-ce que le 5 juin est si important pour toi ? Qu'est-ce qui est en jeu selon toi ? Mark, just as an appetizer, we'll be talking about each subject in a minute, but why is June the 5th so important for Apple and Tim Cook? What is at stake if you look at the big picture?
Yeah, I mean, WWDC. Oui, vous savez, la WWDC qui va effectivement se tenir le 5 juin 2023. C'est toujours à ce moment-là que sont annoncées les nouvelles versions d'iOS, de macOS, de watchOS, bref, tous les systèmes qui vont former l'épine dorsale d'Apple pour les 18 mois à venir, jusqu'à ce que les versions suivantes soient publiées. Donc c'est toujours une date clé pour comprendre l'état de la plateforme. Mais plus particulièrement cette année, ce sera la première fois depuis presque 10 ans qu'ils vont annoncer une plateforme entièrement nouvelle, un nouveau paradigme. Cette fois, quelque chose de capital pour leur avenir, basé sur la réalité étendue et la réalité mixte. Et donc, le casque Apple va être montré en même temps que XROS, leur nouveau système d'exploitation, un nouvel App Store et de nouveaux outils pour les développeurs. Tout ça dédié à la réalité mixte et à la réalité augmentée. Donc ça va être un rendez-vous vraiment important. Ils sont vraiment persuadés que la réalité mixte est une sorte de pont vers une nouvelle ère post-iPhone, vous voyez ? Exactement comme l'iPad était un pont vers une nouvelle ère post-Mac. Ça ne veut pas forcément dire que l'iPhone va disparaître ou être totalement remplacé. Il s'agit juste de l'étape d'après et ils travaillent à la création d'un nouvel avenir, vous voyez ? Et donc le 5 juin, puisque c'est la date à laquelle tout va être annoncé, c'est le commencement de tout ça. C'est ce qui rend cet événement si important pour Apple. Évidemment, on en reparle dans 2 minutes, Marc, et on va te retrouver pour aborder tous les sujets du moment avec toi, la WWDC 2023, la keynote du 5 juin, le fameux casque dont tu viens de parler, mais aussi le MacBook Air 15,5 et peut-être d'autres Mac, Mac Pro, Mac Studio. On compte sur toi. Au programme aussi, et bien sûr, le M3, et puis l'inflation et Tim Cook dans tout ça. Ne bouge pas, Marc, on revient. Juste le temps de ces quelques rappels. D'abord, vous dire qu'iWeek a besoin de votre soutien. Alors rejoignez notre communauté sur patreon.com/iWeek. Vous nous aiderez non seulement à continuer l'aventure iWeek, mais aussi à la développer. Vous dire aussi que la version vidéo de cet épisode sera disponible comme chaque semaine dès jeudi sans pub sur patreon.com/iWeek, mais aussi exceptionnellement au même moment et donc à partir de jeudi sur YouTube. Quant à la version audio de ce podcast, elle est disponible sur toutes les plateformes gratuitement, version pour le public francophone, mais aussi pour nos amis anglophones et américains en bonus. Et donc profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton suivre. Vous ne raterez plus aucun épisode d'iWeek et on vous conseille par la même occasion de suivre aussi la quotidienne iWeek que vous recevrez chaque jour de la semaine sans bouger le petit doigt. Enfin, on attend évidemment vos réactions à tout ce qui va se passer dans un instant. Réaction sur Twitter et Mastodon avec le hashtag iWeekLSA comme la semaine Apple. Dans un instant, Mark Gurman, Bloomberg, notre invité exceptionnel en ce début mai 2023. C'était le 1er octobre 2021, il faisait sa première apparition dans iWeek, la semaine Apple, et le voilà donc de retour pour notre plus grand bonheur. Bonjour Mark Gurman. Thank you for having me. Glad to be here. Merci de votre invitation, je suis vraiment content d'être avec vous. J'ai vraiment du mal à croire que ça fait déjà 1 an et demi. Je suis content qu'on y soit arrivé, j'avais hâte de partager ça avec vous. Glad to be here. En 2016, on lisait au moment de ton arrivée en provenance de 9to5 Mac que Bloomberg venait de débaucher une machine à scoop de 22 ans. Time Magazine t'a sélectionné pour sa liste des 25 meilleurs blogueurs et Wired t'a inclus dans sa liste des 16 personnes à suivre dans le domaine de l'électronique grand public. Alors, ta spécialité, c'est évidemment Apple et ses concurrents, un peu comme nous. But first, a question from Ellie. Yeah, c'est comme un quiz. Est-ce que tu connais ce logo, Marc ? L'as-tu déjà vu ? I don't know. Ah non, tiens, je connais pas, ça ne me dit vraiment rien. C'est un logo Apple. C'est pour ça que je voulais te le montrer. C'est lié à un nouveau programme pour les revendeurs. Il s'appelle les APR Champions. C'est donc pour les commerciaux. À la fin des formations, Apple vous donne un cadeau comme celui-ci, avec plein d'autres trucs, et une lettre qui vous dit que vous êtes un Apple champion. Cool. Voilà, c'était notre moment pour t'apprendre quelque chose maintenant. Et pour le reste de l'émission, on compte sur toi, Marc. Oh, that's funny. Ouais, c'est sympa, félicitations. Mais tu viens juste de le recevoir ? Félicitations, c'est génial. Alors Marc, comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es en termes d'infos sur Apple et ses projets ? Est-ce que c'est à force de traîner à Cupertino ? Est-ce que c'est le fruit d'une démarche spontanée d'un ou plusieurs de tes lecteurs ? Ou est-ce qu'un jour tu as rencontré quelqu'un qui t'a ouvert les portes et dont tu as réussi à gagner la confiance ?
Well, I've been covering Apple for Ouais, vous savez, je couvre l'actualité Apple depuis... j'ai commencé à 9 to 5 Mac vers 2009, à la toute fin 2009. 3 now, so near. On est en 2023, ça fait donc presque 14 ans. It's Et vous savez, ça a vraiment été intéressant. Apple is such a fascinating company. Apple est une entreprise tellement fascinante à couvrir. It's a company that C'est une entreprise... En fait, j'ai commencé à la couvrir parce que je trouve leurs produits tellement intéressants et aussi leur façon de travailler. Et je m'intéresse aussi à ce qu'ils aiment appeler la magie derrière tout ça. J'ai toujours eu envie d'essayer de voir ce qui se cachait derrière le rideau. C'est un vrai plaisir d'avoir pu écrire sur Apple pendant si longtemps et de pouvoir en parler, notamment de leurs projets à venir. C'est vraiment une chance pour moi de pouvoir faire ça. very lucky to be able to do this. Alors, question d'Eli, Marc. Oui, justement, une petite question. Comment fais-tu pour trier les mauvaises informations ou les sources peu fiables? On a accès à tellement d'informations aujourd'hui avec tellement de sources qu'il est parfois difficile de faire le tri. Alors, quel est ton secret? Like I said, I've been covering the company for, over a Ouais, comme je disais, ça fait plus de 10 ans que je couvre Apple. with Apple, very familiar about what makes sense. Je connais la société à fond, je peux vraiment facilement faire la différence entre ce qui est pertinent et ce qui n'a aucun sens. C'est une vraie chance de pouvoir écrire sur Apple tous les jours et en quelque sorte de vivre dans la peau de cette société. Donc oui, plus de 10 ans vraiment intéressants et j'espère bien pouvoir continuer comme ça encore pendant longtemps. Foreseeable future. We hope so too, on espère aussi. Hein. Question de Fabrice. Marc, tu es un commentateur très pointu du monde Apple, comme chacun sait, mais tu as sûrement, comme nous tous ici, des envies de voir des nouveautés matérielles et logicielles. Je me demandais si ça rendait parfois ton travail difficile, quand par exemple Apple n'annonce toujours pas quelque chose que tu aimerais pourtant voir dans la gamme. Does it make my work difficult? Not necessarily. Est-ce que ça rend mon travail difficile? Pas forcément. Vous savez, il y a des choses que je suis vraiment impatient de voir et d'essayer. Ce casque de réalité mixte sera évidemment très important pour Apple, très high-tech, très futuriste et aussi très cool. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, sur lequel j'écris depuis plusieurs années déjà. J'ai vraiment hâte d'en avoir entre les mains le plus tôt possible, de l'essayer, pouvoir dire ce que j'en pense. Vous savez, c'est sympa d'écrire à propos de certains produits pendant longtemps, mais c'est quand même encore mieux de pouvoir les essayer et ensuite de pouvoir exprimer mon opinion à leur sujet. Donc oui, je meurs d'impatience de pouvoir essayer le casque. Looking forward to trying out the headset. Alors Marc, la WWDC 2023 démarre le 5 juin avec un special event à l'Apple Park et une keynote streamée dans le monde entier. On y attend donc notamment le fameux casque de réalité étendue. Alors, première question, est-ce que le terme est exact? Ce sera ni de la réalité virtuelle, ni de la réalité augmentée, mais bien de la réalité étendue. Quelle différence exactement avec les autres et pourquoi est-ce qu'Apple a fait ce choix puisqu'à ma connaissance, ce serait le premier casque du genre. Yeah, so the headset will be at WWDC. Oui, comme je l'ai écrit plusieurs fois, déjà, le casque sera bien présenté à la WWDC. Vous savez, la XR, certains appellent ça réalité étendue, d'autres disent plutôt réalité mixte. Il me semble qu'Apple appelle ça réalité mixte maintenant. Les deux principales réalités sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est celle dans laquelle on est complètement fermé, ce sont uniquement des écrans. La réalité augmentée, c'est celle que l'on voit au travers de verres transparents, un peu comme les Google Glass, avec de l'information projetée en surimpression de ce qu'on voit naturellement. Mais la réalité mixte est en partie basée sur la réalité virtuelle. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment de la VR à la base, mais avec un mode de réalité augmentée intégré, ce qui permet de basculer d'un mode VR pur vers une sorte de fausse réalité augmentée. J'appelle ça de la fausse réalité augmentée parce que, au lieu d'utiliser directement vos yeux au travers de verres transparents, vous utilisez des caméras qui reproduisent ce qui se trouve devant vous. Et c'est ce qui caractérise la réalité mixte, cette possibilité de passer de la VR à la R à tout moment. C'est en ça que je pense qu'il s'agira d'un des aspects vraiment uniques du produit, qui est aussi un peu un compromis. Évidemment, on pourrait dire que le Graal c'est la réalité augmentée pure, mais c'est pas quelque chose de techniquement envisageable aujourd'hui. Pour y parvenir, il faut d'abord passer par la réalité mixte. Je regarde ça comme les trois parties de la réalité étendue, vous voyez ? Il y a la VR, qui est probablement la plus facile à mettre en place. La réalité mixte est quelque part entre les deux. Et la réalité augmentée est la plus complexe des trois. Et donc, Apple commence par le milieu, pour probablement arriver jusqu'à des systèmes plus complexes de réalité augmentée pure.
Alors une question de Fabrice sur les usages et sur ce qu'on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas qui est vraiment au courant de ce qu'on va pouvoir faire avec ce casque, Fabrice. Oui, on dirait effectivement qu'Apple, même Apple, ne sait pas exactement à quoi va servir ce casque de réalité, de multiples réalités, comme vient de nous le dire Marc. Un peu comme l'Apple Watch au début. Alors plutôt que d'essayer de deviner, moi j'aimerais savoir ce dont il aurait envie lui. Vous savez, j'aime bien cette approche en fait. C'est une sorte d'approche très large qui essaye de couvrir un grand nombre de fonctions pour voir ce qui va vraiment plaire aux utilisateurs. J'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée d'utiliser cet appareil pour tout faire avec, et même un jour pour remplacer son Mac ou son iPad. Ce serait plutôt cool, non ? De pouvoir tout ce que vous avez l'habitude de faire au travail, mais dans un environnement de réalité mixte. Je trouve que ce serait plutôt cool. Donc j'ai hâte de pouvoir essayer tout ça et de voir ce qui me plairait le plus. Je pense que regarder des vidéos et aussi les meilleurs moments des matchs des Lakers ou d'autres sports, oui, ça fait plutôt envie. J'ai vraiment hâte de pouvoir essayer tout ça. Looking forward to trying it out, for sure. Marc, autant que tu saches, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de design et de caractéristiques ? On a beaucoup entendu parler du fait qu'il y aurait plusieurs écrans, y compris peut-être à l'extérieur du casque, les caméras dont tu as évoqué la présence à l'instant. Yeah, I mean, that's all true. Ouais, tout est vrai en fait. C'est-à-dire que le casque va beaucoup ressembler au rendu que vous avez déjà vu en ligne. Ça va beaucoup ressembler aux AirPods Max, notamment au niveau des matériaux utilisés, les coussinets, les formes globales. Les écrans internes seront chacun en 4K, en micro-LED, en ultra haute résolution. Il y aura aussi des scanners intégrés aux écrans qui scruteront vos yeux pour déterminer la direction de votre regard et ce que vous regardez. Et il y aura aussi des caméras à l'extérieur pour certaines fonctions. Une de ces technos s'appelle SLAM. Elle est utilisée pour déterminer votre position dans l'espace grâce à des lasers. Pour dire simplement, ça permettra de toujours savoir où vous êtes. Et aussi pour activer le mode AR, vous voyez, le mode transparence. Et tu as aussi parlé d'écran externe. Et ça, c'est pour afficher vos yeux en direct. Vos yeux seront affichés sur l'extérieur du casque. Waouh. Ça va faire tellement bizarre. Et donc nos yeux seront affichés sur les écrans à l'extérieur ? Vos yeux seront affichés sur l'extérieur du casque. Ouais. Quel est l'intérêt ? You will have to tune into one of my future articles for a bit more insight. Eh bien, vous devrez attendre mes prochains articles pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Mais je pense qu'il s'agira d'une des fonctions clés du produit. La quantité de technologie qu'il faut rentrer dans cet appareil est, à mon avis, sans précédent. Ça va vraiment être compliqué à produire. Et c'est bien pour ça que ça fait déjà 7 ans qu'il est en développement, peut-être même 8. Parce que c'est tellement en avance. Ils envisagent vraiment toutes les possibilités en termes de capacité, de technologie et d'offres. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il coûtera entre 2500 et $3000. Je sais pas combien ça fait en euros, mais ce sera plutôt cher. La même chose donc. Ils vont ajouter la TVA et donc il coûtera à peu près 200 € de plus. Marc, question simple, est-ce que tu l'as vu ce casque et est-ce que tu l'as essayé ? Have I seen the headset and have I tried it? Est-ce que j'ai vu le casque et est-ce que je l'ai essayé ? J'ai hâte de pouvoir l'essayer officiellement, lorsqu'il sera disponible en magasin, dans les prochains mois. Ouais, j'ai vraiment envie de l'essayer, mais je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être. Maybe unofficially, maybe, peut-être pas officiellement. Alors Marc, on a l'impression que ce casque, bien que ce soit un produit vraiment nouveau, il va arriver avec un a priori négatif à remonter dès le premier jour. Alors peut-être en partie à cause de Meta, de la promesse du métaverse et de tous ces casques VR opportunistes et pas terribles. Qu'est-ce qu'Apple va faire dans cette galère ? Yeah, I completely agree. I mean, I think it's challenging enough to release a product that nobody thinks they need. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, c'est déjà un sacré défi de pouvoir sortir un produit dont personne ne pense avoir besoin. Un produit très, voire trop cher et un produit sans fonction précise. Je pense que rien que ça, c'est vraiment difficile.
Mais en plus, vous sortez le produit sur un marché incertain, c'est ça ? Qui en partie été abîmé par l'instabilité créée par Meta. Il y a déjà eu tellement de mauvais articles autour de Meta, et pas seulement à propos du métaverse. Et les turbulences qu'a dû traverser la société ont en quelque sorte montré à tout le monde que le métaverse, et peut-être aussi les produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée, n'étaient finalement pas le prochain gros truc. Donc, non seulement Apple doit convaincre les consommateurs d'acheter le produit, mais aussi leur expliquer pourquoi toutes les autres sociétés avant eux s'étaient trompées sur le sujet. Et en plus, ils lancent ce produit de niche, trop cher, dont personne n'a vraiment besoin. En fait, j'irais même jusqu'à dire que personne n'en a besoin, non ? Exactement. Mais on en aura tous envie. Et ils vont aussi le lancer pendant une période de tumulte économique sans lien avec le métaverse, une période de grande incertitude mondiale qui n'a rien à voir avec la technologie. Et dans des périodes comme ça, les gens veulent pas vraiment prendre ce genre de décision. Pas de décision d'achat comme celle-là. Mais beaucoup de gens vont en avoir envie et vont l'acheter. Mais il faut bien avouer qu'Apple fait face à beaucoup de vents contraires pour le lancement de ce produit. Qu'on soit bien clair, je suis vraiment pas en train de dire qu'Apple va échouer, vraiment pas. Est-ce que c'est vrai que Tim Cook est vraiment allé contre l'avis de l'équipe design qui a succédé à Evan Sankey? Yeah, I don't think so. There was a situation. Non, je pense pas. Il s'est passé quelque chose comme ça en 2018. One part of the company. À ce moment-là, une partie de la société voulait un casque entièrement autonome et une autre préférait un casque qui puisse se connecter sans fil à un hub et qui donnerait au casque des capacités graphiques encore supérieures, pour les jeux notamment. Et la direction d'Apple a choisi les versions autonomes du casque, ce que je trouve personnellement plus pertinent, à part le détail de la batterie externe. Voilà la différence qui a existé à un moment, je crois que c'est la situation à laquelle certains ont fait référence. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un désaccord ou un décalage comme tu le décris, ou comme certains l'ont décrit entre Tim et l'équipe du design. Je pense qu'il y a un problème plus important aussi, mais j'aborderai pas ça maintenant. Je ne pense pas que Tim Cook ait mis la pression sur l'équipe de design pour lancer un produit qu'il n'avait pas envie de lancer. Je pense que Tim Cook et l'équipe de design étaient d'accord, et je n'en dirai pas plus. Question de Gilles sur un marché peut-être important pour le casque. Parmi tous les usages que tu as évoqués, il y a tout de même un grand absent historique au cœur même de l'ADN d'Apple, c'est l'éducation et plus largement la formation, d'autant que Microsoft s'est déjà positionné sur le secteur avec le HoloLens. Est-ce qu'Apple en a gardé sous le coude ou est-ce que tu ne peux pas tout nous dire? Tu as fait un servant inviolable ou quelque chose du style? Wow. Yeah. Wow. I have to imagine that there's going to be big applications for education for this device, right? Forcément, il y aura des applications majeures pour l'éducation sur cet appareil. Utiliser la réalité mixte pour apprendre, ça pourra créer de nouvelles voies d'apprentissage virtuel, non? Et je pense que ça pourrait aussi permettre un apprentissage plus immersif et à distance. Je pense que c'est un cas d'usage vraiment intéressant pour le casque. Et j'ai personnellement vraiment hâte de voir comment tout ça va se développer. Et je pense que l'App Store va vraiment jouer un grand rôle dans tout ça. Je ne suis pas sûr qu'Apple va sortir des outils éducatifs pour le casque dès son lancement. Plutôt un peu après le lancement initial. C'est en général ce qu'ils font pour les produits éducatifs. Rappelez-vous, avec l'iPad, ils ont en quelque sorte laissé les développeurs montrer ce qu'ils pouvaient faire avec en matière d'éducation. Ensuite, Apple a ajouté des briques pour les aides aux devoirs et d'autres programmes éducatifs. Donc oui, j'en suis persuadé, les applications vont jouer un grand rôle. Mais je pense aussi qu'Apple va s'y impliquer. Et je pense que, vous savez, il y a certaines applis sur lesquelles ils travaillent déjà, comme Freeform, une appli de travail collaboratif qui existe déjà sur les autres appareils Apple. Ces applis pourraient certainement jouer un rôle dans l'éducation, pour la lecture aussi, par exemple. Donc je pense vraiment qu'il y a de nombreuses façons pour Apple d'intégrer au casque d'éducation l'apprentissage à distance et le travail collaboratif. Et je pense que ça va vraiment être sympa. Le vrai problème, c'est le prix, non? La raison pour laquelle l'iPad a été capable d'investir en profondeur le marché de l'éducation, c'est en partie grâce à son prix relativement compétitif. On peut facilement, il me semble, acheter un iPad pour l'éducation pour moins de $300. Alors qu'avec le casque, là on parle de 10 fois plus. Donc je pense que cela intéressera d'abord l'éducation personnelle et privée, l'apprentissage à distance, plutôt que les écoles. Ou alors celles qui reçoivent des aides substantielles. Ouais. Justement, Marc, est-ce que tu vois
dans pas très longtemps un deuxième casque moins cher sortir, peut-être courant de l'année prochaine, peut-être moins premium aussi. I mean, at this point, given how long that this first headset has run behind. En fait, au point où nous en sommes, et vu le retard pris par le premier casque, je m'attends pas à voir la deuxième génération de casques arriver avant la fin de 2025 au plus tôt. Et ce sera un nouveau casque haut de gamme, autrement dit une deuxième génération du premier casque. Après seulement, je pense qu'on verra un casque d'entrée de gamme qui sera probablement au moins $1000 moins cher. Il ne faut pas oublier que le premier casque repose quasiment entièrement sur des composants de Mac, tandis que la version moins chère s'appuiera certainement sur des composants d'iPhone. Alors Marc, je crois que Fabrice a une suggestion d'utilisation du casque. Ouais, alors c'est un peu anecdotique, mais je me demandais si, on va lui demander ce qu'il en pense, si tous les Apple Store du monde n'ont pas été scannés en 3D pour être visités grâce au casque. Have they been 3D scanned already? Est-ce qu'ils ont déjà été numérisés en 3D ? Oh, I have no idea. Aucune idée. What would the Et à quoi ça purpose of that servirait be de to pouvoir visit an visiter un Apple Store de manière virtuelle ? En fait, on a vu, on est tous à la recherche de choses à faire avec le casque et aussi d'une démo impressionnante qui pourrait vraiment faire la démonstration de ses capacités. Et au moins au sein de la communauté Apple, chaque fois qu'il y a une ouverture d'un nouveau magasin, on a des gros titres, des articles, on en parle. Alors comme récemment en Inde justement. Donc je me demandais si ce serait quelque chose qui permettrait de faire une démo du casque pour montrer ce qu'il sait faire par exemple. It's possible. It's not something that I. Ouais, c'est possible, j'y avais pas pensé. Mais j'ai rien entendu de la sorte. Mais ouais, bien sûr, c'est possible. I mean, I think it's more likely that. Et je pense qu'il est plus probable que l'on verra des démos liées à Apple Plan ou à des endroits remarquables plutôt qu'au magasin. Or more famous places than within Apple retail stores themselves, right? Maybe you can take a virtual tour of the Taj Mahal Peut-être qu'on pourra faire une visite virtuelle du Taj Mahal ou de la Tour Eiffel. or Buckingham Palace or the White House. Ou de Buckingham Palace, ou de la Maison Blanche, Apple retail store. plutôt que d'un Apple Store au Kentucky. Je ne sais pas. Je parlais de l'Inde, pas du Kentucky. Oui, ou en Inde, bien sûr. Yeah. Bon Marc, on va passer l'étape d'après. On va parler de l'après-casque. Et on va le faire avec toi, Ellie. Oui, alors aujourd'hui tout le monde parle du casque VR AR d'Apple, mais si on revenait aux lunettes d'Apple, est-ce que ce n'était pas ça le prochain produit magique qu'Apple devait nous sortir après l'iPhone ? Yeah, the way to get there though. Oui, mais pour y parvenir, cela dit, pour atteindre la réalité augmentée pure, comme je le disais, il faut d'abord passer par l'étape réalité mixte. Feasible to Ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est pas encore prête pour fabriquer des lunettes de réalité augmentée, comme on peut les imaginer. they've C'est un produit qu'ils ont remis à plus tard. D'un certain point de vue, on peut même dire qu'ils l'ont abandonné. in some respects you can consider them canceled. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent anticiper pour le moment, mais je pense qu'ils y parviendront un jour. Et pour ça, il faut commencer par un produit de réalité mixte. And the way to get there is starting with a mixed reality product. So, peut-être encore un peu d'espoir pour des lunettes alors. I have hope. Oui, je garde espoir. Mais je ne pense pas que ce sera pour les 5 prochaines années, mais ça arrivera un jour. Dernière question de Gilles à propos justement des projets d'Apple à plus long terme. Gilles. Oui, dimanche dans Power On, tu as évoqué des projets à plus long terme pour Apple dans le champ de la santé et de la vision en particulier et l'amélioration de la myopie, sans trop rentrer dans les détails. Est-ce que c'est une fonction qui est envisageable justement pour ces lunettes à réalité augmentée ? I think it's certainly possible. Les fonctions liées à la myopie dont j'ai déjà parlé sont incluses dans l'app santé qui pourra recevoir les données liées à votre vue, les modifications de votre acuité visuelle durant la journée et d'autres outils liés à votre vue. Vision management. I think it's On peut tout à fait imaginer que la caméra puisse aider dans ce domaine. Vous pourrez acheter un casque Apple adapté à votre vue, des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment un domaine auquel ils pensent. certainly something they are thinking about. Marc, juste pour conclure sur le casque, j'ai bien compris que il faut parler donc de réalité mixte. Hein, c'est comme ça qu'Apple va sans doute le définir. Et le nom du casque, on a beaucoup dit qu'il s'appellerait le casque Reality et l'OS qui va avec. Est-ce que tu as une certitude de ce côté-là? Because we heard several possibilities. So the name of the OS will be XROS. Le nom du système sera XROS. Le nom du casque, si on en croit les brevets déposés, ce sera soit Reality Pro ou Reality One.
J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont choisir. C'est toujours super amusant d'essayer de deviner le nom des prochains produits. Peut-être qu'ils vont complètement nous surprendre, qui sait, mais ce sera intéressant dans tous les cas. Oui, on sera fixé normalement le 5 juin. Alors, le 5 juin, on attend aussi du Mac. Et le Mac dont on semble certain, c'est ce MacBook Air 15,5. Est-ce que c'est quasiment une certitude, Marc? There'll be a new 15-inch MacBook Air. 15 pouces. Il y aura un MacBook Air 15 pouces. Je pense que ce sera un produit qui sera très bien accueilli par tous ceux qui ont envie d'un grand écran, mais sans la puissance et le prix du MacBook Pro. En tout cas, ce sera sûrement un produit dont j'aurai envie, comme beaucoup de gens qui voyagent pour le travail, par exemple. Alors, je t'ai écouté chez nos confrères de Mac Rumors il y a quelques jours, et j'ai appris que c'est un projet, c'est peut-être l'un des plus vieux projets d'Apple, en fait, ce grand MacBook Air. It is an old project. It's something they've tried to do a few times. Oui, c'est un projet ancien. Ils s'y sont essayés à plusieurs fois. Ils voulaient le sortir en même temps que le redesign du 13 pouces de l'année dernière. Mais ils ont préféré se concentrer sur la sortie d'un seul modèle. Ça me paraît être un bon choix vu les problèmes de production qu'ils ont eu l'année dernière. Yeah. Alors, on rêve d'avoir d'autres Mac le 5 juin. Et on pense d'abord évidemment au Mac Pro qu'on attend depuis des mois maintenant. Où est-ce qu'il en est le Mac Pro à processeur Apple, Marc? Frequent delays. Des retards fréquents. Ouais, il y en a eu beaucoup des retards. Mais je pense qu'ils vont réussir à le sortir cette année. D'un point de vue performance, je pense que ça va vraiment être intéressant grâce à la combinaison des puces Apple et des ventilateurs, n'est-ce pas? Oui, je pense que ce sera vraiment sympa de les voir enfin arriver. I think it'll be nice to see them finally get that out the door. Et du coup, tu vises plutôt vers le M3, donc c'est pour ça qu'on serait plutôt sur la fin de l'année? I don't think it'll be M3. I think it'll be M2 Ultra. Je pense pas qu'il sera basé sur le M3, mais plutôt sur le M2 Ultra. Ça, c'est intéressant. Right, but you'll have super high-end M2s. C'est-à-dire qu'il y aura des M2 très haut de gamme et des M3 d'entrée de gamme. Il va se passer 2 ans ou 1 an et demi avant qu'ils arrivent à sortir un M3 Ultra. Et ils vont pas attendre 1 an et demi. C'est la même situation que précédemment avec les M1 Pro et M1 Max qui cohabitent avec des M2 pendant quelques temps. Vous voyez ? Les M2 d'entrée de gamme. Donc je pense que c'est la manière dont les choses doivent se passer. Et si je te dis Mac Studio, il se passe quoi? I think there'll be a new Mac Studio with Je pense qu'on va avoir un nouveau Mac Studio basé sur le M3, peut-être dans 1 an ou 1 an et demi. Wow. or a year and a half from now. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans iWeek. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Thank you. Non, merci vraiment. Thank you, Mark. Thanks, Mark. Merci les gars. À la See you prochaine. next Bye. time. Thank you. Thanks. Thanks for having me. Allez les amis, je vous propose de nous retrouver juste après la pause pour le débrief de cette interview de Mark Gurman, notre confrère de Bloomberg. On vient d'enregistrer à l'instant la séquence avec Mark Gurman. Alors, il est parti un peu précipitamment parce que de toute évidence, il s'est passé quelque chose sur son ordi qui a fait qu'il a dû partir. Une breaking news comme il nous a dit. Donc, on va sans doute voir tomber ça incessamment sous peu. Je voulais qu'on débriefe cette interview. Moi, je l'ai trouvé toujours sympa, dispo, et c'est extraordinaire qu'il ait pu nous consacrer presque 1 heure. Mais moi, je l'ai trouvé, je pense, aussi tendu que sans doute ceux qui, chez Apple, préparent la keynote du 5 juin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis triste, j'ai pas pu poser ma question en anglais. C'est très vrai. dommage. Vous n'aurez pas pu apprécier du coup mon superbe accent anglais. Eh ben, tu vois, c'est pas la peine de t'inquiéter. Tu veux nous la faire maintenant? Oui, on I peut faire am so Mark Gurman sorry. si tu veux. On va l'envoyer par for me écrit. to speak English and, Non, sérieusement, premier sentiment là. Je vais parler en premier parce que j'ai pas eu l'occasion moi d'enregistrer l'épisode du mois d'octobre 2021. Ah oui. Donc moi je découvrais le personnage en dehors de ce qu'on avait pu en voir pendant l'émission. Ouais, je l'ai senti à la fois cool, mais effectivement tu dis, comme tu l'as dit, préoccupé. Il y avait un côté, c'est comme s'il y avait un filtre et qui se retenait de... Alors est-ce qu'effectivement il a des infos? Il a quand même balancé pas mal de petits trucs, mais ouais, comme sur la réserve, ouais. C'était peut-être trop tôt pour lui, je sais pas. Il était pas réveillé. Je pense qu'il attendait ce qui est arrivé là pendant l'émission, en fait. Il savait que quelque chose allait arriver, donc il était... il était aux aguets un peu. Oui. C'est une bonne interprétation. Et en même temps, il y a eu plusieurs fois, il a laissé l'impression qu'il réfléchissait véritablement à ce qu'il pouvait répondre,
entre ce qu'il avait déjà dit, ce qu'il savait qu'il peut pas encore dire, les petites choses éventuellement qu'il peut laisser avancer un petit peu. On a l'impression vraiment qu'il avance à petits pas à chaque jour de pouvoir donner une petite info supplémentaire. Et moi, je l'ai vraiment pas interprété comme étant un truc pour faire durer le plaisir, mais je pense qu'il fait vraiment très 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 attention à protéger ses sources. Et à pas en dire trop. On l'a bien senti sur les questions du début. Hein. Ouais. Oui. oui, il a rien lâché là-dessus. Hein. Non. Mais même en restant très vague, il aurait pu. Il a pas voulu rentrer dedans. Il a fait la réponse diplomatique. Non, parce que quand il veut pas répondre, il te répète ce qu'il a dit avant. Donc il te répète la même phrase. C'est ça. C'est exactement ce qu'il a fait d'ailleurs. Ça me rappelle, tu sais, Georges Marchais. Ce n'était pas ma question, oui, mais c'est ma réponse. Il a dit ou pas à la fin d'une réponse où il avait lâché un petit peu. Oui, sur le casque, parce qu'en fait, il a dit qu'il avait envie de l'essayer quand il y aurait la version finale dans les boutiques. C'est pas ce que j'ai compris. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas essayé un prototype. Exactement. C'est exactement ce que j'ai compris. Et il a mis tellement de temps à commencer à répondre. Il s'est passé des secondes. Il a réfléchi à ce qu'il allait pouvoir dire. Ouais. La réponse n'était pas évidente du tout. Non, mais c'était bien tourné. Et il a envie d'essayer le casque final lorsqu'il sera disponible dans un Apple Store ou chez un APR. C'est exactement ce qu'il a dit. Moi, j'ai compris qu'il avait essayé un proto. C'est clairement ce que j'ai compris. Oui. Et je pense qu'il a dû essayer un proto parce qu'il a tellement parlé du contenu, des progrès Enfin, lui, il a l'air enthousiasmé par le casque. Hein. Moi, je t'assure, je voulais déjà l'acheter, mais là, je pense que j'avais envie de dire « Shut up and take my money anyhow ». Mais manifestement, non seulement je pense qu'il a essayé, donc il l'a vu fonctionner, mais je pense qu'il a aussi eu des infos sur le design définitif, parce qu'il nous a dit qu'il aurait le look des AirPods Max, il serait fait du même matériau, il a une idée assez précise. Pour la partie cushion, c'est-à-dire ce qui va le permettre de le faire tenir, cette sorte de mesh qu'a fait Apple et qui a été apparemment très long à développer. Mais c'est vrai que ceux qui ont des AirPods Max trouvent qu'il est assez confortable dans la durée. Donc un casque qui est un peu plus lourd, ils ont intérêt à avoir quelque chose qui effectivement ne fasse pas mal à la tête, parce que sinon, t'as pas de cheveux, je sais François, pour amortir, c'est pour ça. Non mais vraiment, ils n'ont pas dessiné en pensant à toi. Effectivement, je le commanderai pour le tester, je pense que, mais j'ai un petit doute. C'est vrai que pour les chevaux c'est compliqué. Alors je sais qu'à chaque fois ça fait rire, hein, mais les casques intégrales, c'est vrai qu'en fait on n'a pas d'amorti au niveau de la tête. Et moi en fait j'ai jamais pu supporter des casques. J'avais essayé le Bose QC35, la Bose QC35. Ça c'est dans le sketch des nuls, ça, tu sais. Ils n'ont pas fait, mais ils auraient pu. Le AirPods Max, c'était pareil. Moi, sur des longues sessions, en fait, je le supportais pas. C'était pas agréable pour moi. Restons sur notre sujet. Moi, je trouve d'abord qu'il a été, je trouve qu'il a été extrêmement précis sur le casque, sur les écrans mixtes, sur la réalité mixte, sur le rôle des caméras, les yeux. Il a confirmé les écrans extérieurs. Les yeux à l'extérieur, c'est. Le truc le plus impressionnant, c'était ça. C'est quand, justement, il a confirmé qu'il y aurait une représentation des yeux et il a dit « Vous verrez à quel point c'est important de voir les yeux de la personne. » Donc, là, il a quelque chose sous le coude. Il l'a vu. Il a vu quelque chose. Parce que, alors ça fait partie des trucs, je sais pas vous, mais qui sont le plus difficiles pour moi à imaginer à quoi ça peut bien servir de la reproduction des yeux à l'extérieur. Parce que... ça me fait penser à une fonction de FaceTime qui n'a pas été conservée, vous savez, où il déplaçait les yeux pour que quand tu regardes un petit peu en dessous, parce que tu regardes ton correspondant, en fait, les yeux font semblant de regarder la caméra. Ah oui. C'était un truc qu'ils avaient montré dans une bêta et qui n'a pas été conservé parce que les gens trouvaient ça bizarre et que ça faisait pas naturel. Et alors du coup les yeux qui te regardent au travers du casque, je vois pas comment ça peut faire naturel. Donc du coup ça doit servir à autre chose et là j'avoue que j'ai pas d'idée à quoi ça peut servir. Mais je pense que le casque je pense qu'il est fait pour être utilisé aussi en extérieur. C'est ça, ouais. Quand tu croises des gens, donc les gens vont avoir le sentiment que t'as pas de casque alors que t'en as un, en fait. Je pense que c'est ça l'idée.
C'est extrêmement important. On reste, surtout dans les interactions, on reste des primates visuels. Et donc, quand on parle, on se cherche dans les yeux. C'est la raison pour laquelle il est interdit de parler au conducteur quand tu es dans des transports en commun, et même, c'est dangereux dans une voiture. On a tendance à se chercher les yeux quand on se parle pour avoir une réponse, une interaction avec la personne avec laquelle on est en train de parler. Donc, c'est pour ça que quand on va porter le casque, ça va être important d'avoir l'expression, un renvoi, un feedback de ce qui se passe quand on est en train d'échanger. En parlant d'expression, justement, on doit pouvoir dire t'as des beaux yeux, tu sais, quand tu as un casque comme ça. Ah, mais maintenant, on n'a plus le droit de le dire, tant pis. On ne peut plus. C'était avant. Mais on pourra changer sa couleur d'yeux, alors, du coup. Ah, chouette, je vais pouvoir avoir les yeux bleus. Enfin. Bon, alors, je vais vous poser la question autrement. Comment vous qualifieriez ce moment avec Mark Gurman ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a uniquement répété ce qu'il avait déjà écrit et peut-être expliqué ailleurs, ou il y a des choses que vous avez eu le sentiment d'apprendre, de découvrir ou de confirmer ? Et quoi ? Moi, j'ai appris des choses, des précisions en fait, et surtout, quand il veut pas parler de quelque chose, il n'en parle pas, hein. Clairement. Sur la partie comment est-ce que tu tries tes sources, comment est-ce que tu as appris ce métier, etc. Il a fait une réponse qui était assez bateau, beaucoup de travail pendant longtemps, etc. Mais bon, ça c'était la partie un peu démarrage, mise en bouche, exactement. Après, sur le reste, il y a des choses où il est très précis. Il y a des choses qu'il dit et qu'il dit pas. Par exemple, quand il dit le Mac Pro sera M2, c'est même pas. Ça pourrait être. C'est une certitude qu'il sera un M2 Ultra. Hein. Il a dit M2 Ultra. Point. Et il est assez logique puisque les M3 pour l'instant ne sont toujours pas produits et qui seront des processeurs d'entrée de gamme. Et donc lui il dit M3 Pro 1 an et demi. Hein. Ça donne une idée quand est-ce qu'on aura du MacBook Pro M3. C'est pas tout de suite. Hein. Mais dans 1 an et demi, c'est logique, vu que les M2 viennent de sortir un peu de choses près. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Mais quand je lui ai demandé s'il avait fait un serment inviolable, s'il y a des trucs qu'il n'avait pas le droit de dire, etc., il n'a pas rigolé du tout. Hein. Nous, on a rigolé, mais pas lui. Il doit y avoir des trucs... Ça vous a étonné son côté vraiment très très sûr de lui sur le Mac Pro en M2 et le Mac Studio en M3 ? Non, il a des informations. Il est là pour rectifier, il est là pour border, rectifier les conneries qui peuvent être dites par ailleurs. Et quand Apple a une rectification à faire et rassurer les marchés, rassurer les investisseurs sur ce qui se passe vraiment en réalité à Cupertino, et il est là et il dit ce qui vraiment est de l'ordre de la réalité, parce que tu ne peux pas raconter n'importe quoi quand tu es dans une boîte à propos d'une boîte qui est cotée en bourse. Oui. Tu veux dire qu'il est un petit peu aussi utilisé par Apple ? Ah oui, je pense qu'il a... ça fait partie du jeu. Du deal. Il a des informations privilégiées et en échange, il fait passer des éléments dont Apple a besoin de d'être rendu public avec la caution Mark Gurman. Mais on a tous été comme ça. Apple France faisait comme ça avec nous aussi. Ouais. Une des choses, effectivement, c'est qu'il a dit qu'il était optimiste sur l'avenir d'Apple, hein, sur la capacité d'Apple à continuer à produire des produits. Dommage qu'on ne soit pas arrivé à la partie où on voulait parler justement de la baisse des ventes et à quoi il l'attribuait, parce que justement Bloomberg est en plein là-dedans. C'est un journal économique avant tout. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que c'est moins excitant que des précisions sur le casque quand même. Donc, François, tu voulais dire un truc ? Ouais, moi, ce qui m'a surpris, c'est la façon dont il a clôturé le truc. Enfin, ça a vraiment fait en mode, c'est comme s'il avait une notif et que c'était bon, allez, ciao, j'y vais les gars. À peine au revoir. En même temps, c'est le temps qu'on s'était donné, hein, donc. Ouais, mais on espère toujours qu'il va oublier l'heure et que ça va durer plus longtemps, mais. Je crois qu'on est de moins en moins dans cette possibilité-là parce qu'il est tellement. Surtout en ce moment. Là,
Surtout en ce moment, voilà, et il participe à pas mal de podcasts et d'émissions. Hein. Il y avait Macromorse, il y avait Tech News Weekly sur le réseau de podcasts de Léo Laporte. Il y en a partout. Ouais, c'était très intéressant. Tout le monde le demande. Celui-là. Tout le monde le demande. Ouais. Il n'est pas forcément dispo pour tout le monde aussi. Donc, mais c'est nous qui l'avons eu en France. Voilà, on est fiers quand même. Non, mais c'est chouette. Non, voilà. Non, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est ce que tu disais un peu au début, c'est le côté parfois, donc souvent même très très précis, quoi. Et sur le côté, par exemple, sur le design du casque, t'as vraiment envie de mettre une pièce sur le fait qu'il l'a au moins vu, quoi. Parce que, bien sûr. Mais c'est pour ça que je lui ai posé la question. Et il a réfléchi 5 secondes avant de répondre, quand même. Hein. Ouais. Donc c'était vraiment ça, c'est vraiment intéressant. Pareil pour le nom, comme s'il avait vu aussi le dépôt des noms, XROS et puis Reality Pro, Reality One. Il a vu les slides de la keynote. Hein. Bah, c'est à se demander, quoi. Voilà. Non, ça c'était assez impressionnant en fait. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. La différence entre lire sa newsletter Power On où on lit, puis là, quand tu l'entends, il y a aussi le ton de la voix où tu sens que quand il avance avec certitude. T'as pas le ton de la voix quand tu lis, quoi, tout bêtement. Hein. Donc il y a des gens, c'est rigolo, un youtubeur qui travaille chez YouTube, qui s'appelle René Ritchie, qui avait fait une sorte de décodage de ce qu'a écrit Mark Gurman en disant selon la tournure de phrase, tu peux dire si c'est parce qu'il a entendu une source chez Apple ou si c'est ce qu'il pense. et là c'est un peu pareil dans le ton de la voix quand tu as la chance de la voir au bout du micro, voir aussi au bout de la caméra. Faudra vraiment insister auprès de nos chers auditeurs pour qu'ils aillent voir la vidéo, parce qu'il y a aussi c'est vraiment intéressant de voir, comme quand tu le rappelais, tu lui poses la question sur est-ce que tu as essayé, est-ce que tu l'as vu, machin. Non seulement il réfléchit 5 secondes, mais en plus, il recule un peu, tu vois. Il y a du langage non-verbal là, qui s'exprime. Genre, il réfléchit, ça fume, genre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour pas en dire trop, quoi. Parce que je pense que c'est typiquement la question que personne lui a posée, en fait. On lui a demandé plein d'infos, mais personne lui a demandé s'il l'avait vu et essayé. Ouais, absolument. Alors, est-ce que c'est parce que personne n'y a pensé, ou est-ce que, genre, t'as pas le droit de poser cette question-là? Non, je pense que les confrères lui ont posé plein de questions, comme nous, sur les caractéristiques, à quoi il va servir et tout. Et je pense que c'est pas forcément la première question qu'on va lui poser, parce qu'on a d'abord envie de savoir ce qu'est ce casque. Mais je trouvais ça intéressant de lui dire mais tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Du coup ça s'est vu, quoi, que ça l'a pris un peu par surprise. Il est fort, Benjamin. Il voulait son scoop. Je pensais pas qu'il allait être aussi précis, hein, je t'avoue. Qu'est-ce que vous avez pensé de la question sur la formation? Pas la question, la réponse. J'ai trouvé. La question était excellente. Ah oui, la question formidable. Ah oui, la question était vraiment formidable. Moi j'ai adoré la question. It's a very good question, yes. Non, mais la réponse. Il a changé de tête. Non, ouais. Moi j'ai compris moins précis sur le sujet. Ouais, j'ai compris pourquoi pas, mais c'est pas la vocation première. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est clair. Il a évoqué dedans. Trop cher, surtout trop cher. Trop cher pour l'éducation. Mais la question était plus générale pour la formation. Oui, pour les écoles, c'est trop cher. Mais du coup, c'est pour ça qu'il a recombiné ça avec certaines des fonctions qu'il avait évoquées, comme par exemple la lecture. Oui. Ou regarder les films aussi. Lire ou regarder des films. Alors, j'aurais bien rebondi, mais du coup, on n'avait pas le temps, justement. Tu vois, à un moment, il disait, regardez genre des extraits, des clips de trucs de sport, comme qu'il suit de près, mais l'histoire de l'autonomie pour ça. Tu vois, c'est toi, Élie, qui en avait parlé. L'autonomie de 2 heures, et si t'as un film qui fait 2h30, c'est chiant, quoi. Parce qu'il faut faire deuxième une pause. Batterie. Bah oui, mais donc tu fais une pause dans ton film, quoi, tu vois. Et donc c'est pas. Te faire pipi. Ça, on n'a pas eu le temps d'aller sur. On va peut-être le brancher sur secteur. Hein. Peut-être. Alors peut-être, voilà, on sait pas tout ça, bien sûr, mais. Non, c'est vrai que c'est tout. Ouais.
C'est tout con, mais avec sa description, en fait, j'ai eu une image. En fait, tu te dis, t'es dans ton lit à côté de ton compagnon ou ta compagne et t'as envie de te mater un film. Non, mais tu t'imagines le fait que ça évite d'avoir l'écran. Allez, je veux plus te voir. Hein. Non, mais ton compagnon ou ta compagne a envie de dormir, ça te permet de pouvoir regarder un film sans le déranger. Oui, tu peux aussi. tu peux regarder n'importe pervers, quoi. je parlais pas du porn. Elle te voit que tes yeux... Ah oui, avec les yeux comme ça. Tes yeux lumineux, tu sais. Et elle pousse Alors un cri. Bonsoir. Bon, Ah non, oui, c'est vrai sérieusement, que alors. si tu oublies que tu as le casque, tu te penches pour l'embrasser. Ça peut être énorme. Il y a Bon, autre donc, chose, moi, qui m'a, Vas-y. je retiens, là, qui me revient, c'est sa description à la question de savoir si Tim Cook s'est prononcé contre l'équipe interne pour le lancement du casque. Il a été aussi assez clair là-dessus en disant qu'il ne pensait pas du tout que ça remontait à beaucoup plus loin, qu'en gros, ils en étaient encore à discuter sur avec ou sans batterie pour faire de la mixed réalité ou pas, etc. Mais que depuis que ça s'est fait, tout le monde avance dans le même sens et que, et en gros, moi, ce que j'en conclus, c'est que ce qui est remonté il n'y a pas si longtemps, c'était une vieille news, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la lumière qui arrive des étoiles. Ou alors que c'est politiquement correct de défendre Apple et comme vous avez dit tout à l'heure, quelque part, son rôle ou sa contrepartie, c'est présenter Apple toujours d'un côté positif et pas de mettre en exergue des différences d'opinion qui ont peut-être existé, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Le truc, c'est de rectifier ce qui n'est pas vrai dans ce qui a été dit. Quand il y a quelque chose, un message à faire passer. Il n'est pas là pour arranger la sauce d'Apple. Il a une crédibilité de journaliste d'une part et de journaliste économique d'autre part sur une société, en suivant une société cotée en bourse. Donc, il ne peut pas se permettre de relier des trucs qui ne seraient pas vrais. Ouais. C'est vrai qu'il ne prendrait pas le risque. Soit il dirait rien, soit je ne pense pas qu'il dirait le contraire de ce qui s'est passé. Il n'y a toujours rien sur son compte Twitter. Souvenez-vous de sa fierté d'avoir 90% ou même un peu au-delà d'efficacité dans les informations qu'il pouvait relier. Non, mais je pense qu'il est extrêmement rigoureux. Il a des sources top niveau et c'est Tim Cook. Et on le voit même quand. Alors, j'avoue que j'aimerais beaucoup être chez Apple pour voir comment la manière dont Gurman s'exprime et étudier. Enfin, je veux dire, tout ça évidemment est suivi chez Apple par la com ou je sais pas quel service. Évidemment que tout ça, la moindre mention d'Apple remonte quelque part à Cupertino et donc. Ça doit être intéressant parce que comme il a accès à des infos plus ou moins avec l'accord d'Apple, enfin, on peut le dire comme ça. Il y a des infos qu'il doit avoir par des sources qu'il protège absolument, et puis il y a des infos qu'il doit aussi avoir parce que de temps en temps, on lui propose de venir voir un truc off the record, for your own knowledge, not to be disclosed, top secret and machin. Ça, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est une bonne question à lui poser. Ce serait la question de savoir s'il signe des NDA, donc des non-disclosure agreements. Non, mais connaissant Apple, il y a un contrat moral. Non. Connaissant Apple, ils te font signer des NDA pour tout. Ouais. Parce qu'ils ont des avocats qui les blindent. Si tu passes par les voies officielles, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Tu ne peux pas faire ça avec un journaliste. Par contre, il y a non, mais quand il a un informateur, il n'y a pas de NDA. Hein. Non, justement. Un informateur, c'est un rapport de confiance. Chez Apple. Mais chez Apple, l'informateur je pense que oui. Hein. Ouais, non. Des infos, on parle d'informations officielles en provenance d'Apple. En tant que journaliste, il ne peut pas signer de NDA. Il y a des accords d'embargo qui sont demandés éventuellement, mais le journaliste les respecte. Non. Ouais, mais tu sais, aux États-Unis, il suffit que tu dises off the record, et là, c'est un contrat moral. Jamais un journaliste dira un truc qui est off the record. Jamais.
C'est bien ça. Mais c'est pas un truc signé. Et de toute façon, s'il mange le off the record, ça y est, il se coupe de sources. C'est ça, il se coupe de sources d'informations privilégiées et c'est fini, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, mais là, on en est au point, et je pense que c'est pour ça qu'il en parle souvent, où Apple a absolument besoin de créer le buzz avant le 5 juin pour que ce produit, qui pour l'instant peut être un peu controversé, est-ce qu'il a un marché, est-ce que les gens en ont besoin? Donc plus il va y avoir de l'excitation, plus les gens vont se dire mais ce truc va être dingue, mais regardez, c'est ce qu'il a dit, oh, mais il y a les yeux et tout, mais 14 caméras, mais c'est... Et à la fin, tu vas dire putain, est-ce que je mets 3000 balles dedans? Oh putain, j'en ai envie. Bon, après, il faut les avoir aussi, mais je veux dire, Apple a besoin qu'il y ait une excitation. Parce que même des gens qui ont de l'argent, si le produit n'est pas excitant, ils ne l'achètent pas. Hein. Ce qui est normal. Il a fait une liste à la Prévert de toutes les difficultés que va rencontrer Apple quand même, pour lancer ce truc-là. Hein. Que c'est cher, que le monde est un peu en remous, que on ne sait pas encore à quoi ça va servir. Enfin, et du coup, là, c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que un nouveau MacBook à 15 pouces, alors tu sais, je schématise peut-être un peu, mais tu sais exactement à quoi ça va servir par définition, parce que ça fait 40 ans qu'on en utilise, donc c'est plus facile. Là, comme disait un homme politique connu, la route est droite, mais la pente est dure, quoi. C'est ça. Non, quitte ce corps. Mais l'analogie avec l'Apple Watch en 2014, ou même le Mac, moi je me souviens d'avoir vu le 128 chez un revendeur à Bordeaux. C'était l'idée de ce que ça pouvait apporter, de ce qu'on pouvait faire avec. À l'époque, il y avait, ça devait être en mars de 84, il y avait MacPaint, MacWrite, et c'était à peu près tout. Et éventuellement le logiciel qui permettait de faire des plans. Je ne me souviens plus de son nom. Donc c'était très très limité. MacDraw. Il y avait peut-être FileMaker. MacDraw. C'est donc Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, c'était MacDraw. Non, MacDraw, c'était pour dessiner. C'est venu un peu plus tard. Mais c'était simplement la possibilité, l'idée que la plateforme, que ce nouvel outil pouvait apporter. On en est là, avec les lunettes, le casque. En tout cas, on l'a souvent essayé de faire une analogie par rapport à l'Apple Watch en parlant du temps entre la présentation du produit et la disponibilité vis-à-vis du public. Mais il y a un exemple beaucoup plus ancien et beaucoup plus significatif qui est le Lisa, premier produit révolutionnaire chez Apple, puisqu'on est passé d'un ordinateur, l'Apple II ou l'Apple III, qui était semblable aux autres, aux IBM PC, etc., même si c'était gentiment fait à Apple. Mais la première fois qu'on a vu une souris, la première fois qu'on a vu des dossiers, des menus déroulants et des choses comme ça, c'était le Lisa. Moi, le Lisa m'a marqué dans ma vie beaucoup plus que le Mac. Et pourtant, le Lisa était un concept à 80 000 francs de l'époque, qui permettait d'imaginer ce que serait un an après le Macintosh à un prix plus raisonnable, puisqu'il était à 25 000, si je me rappelle bien. 30 000. 29 000. C'était une demi-R5. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a un produit qui présente un concept totalement nouveau, mais très cher. Et puis après, il y a une démocratisation, même si le Mac n'a pas connu, après le succès qu'aurait espéré Steve, au premier niveau, puisque le Mac n'a pas été un super succès commercial, c'était un super succès pour des gens comme nous, mais ça lui a coûté son job, parce que justement les chiffres n'étaient pas là, etc. Mais lentement, en l'ouvrant peu à peu, en lui rajoutant de la couleur, en lui rajoutant des slots, etc., etc. Le Mac est toujours là aujourd'hui, donc sans Steve, il n'y aurait pas eu le Mac et on serait peut-être en train de parler d'autre chose. Mais il y a eu le Lisa. Et le Lisa, technologiquement, était beaucoup plus percutant et innovant que le Mac. Oui, c'est un tout nouvel environnement, c'est un nouveau champ qui va s'ouvrir pour Apple le 5 juin. Et
Je m'attendais pas à ce que la pression soit aussi sensible et visible. Comme si, je vais dire un truc, c'est pas gentil, comme s'il travaillait chez Apple, mais il travaille pas chez Apple, mais il est tellement en prise avec ce qui se passe. J'ai l'impression que la pression déteint sur lui, c'est-à-dire que lui, il doit lui-même avoir une pression énorme, peut-être aussi en interne chez Bloomberg, pour sortir de l'info, pour être la tête de pont du compte à rebours jusqu'au 5 juin. Bah, c'est-à-dire qu'il doit... on attend tellement de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il devient tellement central, enfin, tous autant qu'on est autour de cette table virtuelle, mais même plus largement dans la communauté Apple et même au-delà maintenant, on attend de voir ce qu'il dit quand même, quoi. Le fait qu'il soit demandé un peu partout, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il a démontré qu'il savait tout un tas de trucs, il était raisonnable, en plus qu'il sait parler, qu'il sait écrire comme il faut, etc. Et donc, je pense qu'il a aussi, c'est intéressant ce que tu dis, une pression terrible. C'est-à-dire que d'ici le mois, la WWDC, on s'attend à ce qu'ils nous disent encore plus de trucs. Donc, ça doit être une pression 4 semaines. folle. Bien sûr, chaque semaine. Une pression folle de distiller, de trouver d'autres trucs, de vérifier. Ça se sentait. Ouais. Mais est-ce que ça vous a pas surpris quand il a dit qu'il irait pas en live à la WWDC, est-ce que s'il en a pas besoin parce qu'il sait déjà tout, ou est-ce qu'il aura une présentation privée, est-ce qu'il veut pas être dans la foule des développeurs parce que moi je pensais qu'il se battrait pour y être, quoi, mais peut-être qu'il en a pas besoin. Non, il en a parlé dans d'autres podcasts. Il n'est pas toujours invité d'ailleurs. Il l'a dit lui-même qu'il n'était pas toujours invité. Que c'était pas qu'il était persona non grata non plus, mais qu'il n'est pas toujours invité et que c'est pas l'endroit pour lui en fait où il va. Il n'a pas besoin de ça pour avoir des contacts en fait. Ça, il l'avait dit un peu à mot couvert. Non, mais ça va être la première présentation publique et officielle de tout ce que ça fait. Mais peut-être qu'il n'a pas besoin de le voir, hein. C'est une hypothèse dans ma tête. Mais moi, personnellement, je me serais battu pour y être, quoi. Je veux dire, j'aurais... Ouais, mais visiblement, si on a raison, il l'a déjà vu, quoi. Ouais. Il sait peut-être qu'il le verra à la veille en version finale ou... Ouais. Oui. Il n'aura peut-être pas besoin d'être sur place le jour J. Tu vois, parce que il n'est pas tout à fait au même niveau que d'autres journalistes et podcasteurs. Et je dis pas que c'est au-dessus ou en dessous, hein. Mais c'est le... il a pas fait partie du groupe il était déjà un peu connu quand même. Lorsqu'il y a eu la réunion de quelques journalistes qui ont été appelés par Apple pour dire le Mac Pro, on s'est planté, avant que l'iMac Pro soit présenté. Mais il y a eu des gens comme... il y avait John Gruber, il y avait tu vois, des gens comme ça qui ont été invités par Apple parce qu'eux, on sait qu'ils sont proches d'Apple. C'est comme ça Gruber, il a même travaillé chez Apple. Il se présente comme ça. Il fait un show tous les ans à WWDC en ayant... alors, il avait Phil Schiller, et puis maintenant, il a Craig Federighi comme invité, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, c'est pas... il joue pas dans la même catégorie. Et là encore, je répète, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est pas le même rapport entre lui et Apple et entre Gruber et Apple, par exemple. Donc, puis ils font pas la même chose. Il n'est pas appelé officiellement par Apple et ils disent pas la même chose. Et Gruber se réfère à Gurman, alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que moi ça m'étonne pas qu'il y soit pas. C'est plutôt l'inverse qui m'étonnerait qu'il y soit. Puis il doit pas être dans les mondanités beaucoup, je pense, Marc. Non. Plutôt homme de l'ombre, à mon avis. Oui, c'est ça l'impression qu'il donne. Oui, c'est une sorte de mise à distance qu'il a pour garder sa crédibilité. Il me semble que Walt Mossberg ou David Pogg, au temps où il travaillait au New York Times, avaient un petit peu aussi cette attitude. Justement parce qu'ils ont par ailleurs accès à des informations privilégiées, donc il faut... Non, mais j'ai croisé Mossberg au lancement de l'iPad en 2010, il était là, il a parlé avec Jobs dans la salle où on pouvait le tester juste après la keynote. Mais ils étaient très proches, hein. Ouais. Oui, mais c'est... Non, Mossberg, honnêtement, je pense qu'il a...
Gurman, Cook connaît forcément Gurman, ils se sont forcément déjà vus, mais Mossberg, non, puis c'est pas la même génération, je pense que c'est pas du tout la même. Et Pog. David Pog aussi, du New York Times. Ouais, c'est un peu comme Mossberg, mais moins proche d'Apple. Moins proche de Jobs, en tout cas. Gurman, il a explosé sous Tim Cook. Oui. Ça fait pas longtemps. Hein. C'était en 2016, quand il est débauché de 9 to 5 Mac, il a 22 ans. C'est ça. Ouais. Et 2016, ça fait déjà 5 ans que Tim Cook a pris le relais. Donc, il a grandi sous Tim Cook, Mark Gurman. Mais ils n'ont pas le même rapport aux journalistes Cook et Jobs. Oui, bien sûr. Jobs était très ami avec les journalistes qui... Oui, mais il y en avait quelques-uns. Pas beaucoup. Oui. Une ou deux trahisons l'ont refroidi à l'époque, Steve. Oui. Il était très méfiant. Bah oui. Je rejoins juste ce que tu dis sur le côté personnage de l'ombre et compagnie, ne serait-ce que je trouve dans la posture qu'il avait, dans le fait qu'il n'y avait pas de webcam, dans le fait qu'il y avait un gros contre-jour, dans tous ces petits détails, ça montre que voilà, il n'est pas... je te rejoins sur le côté homme de l'ombre et il me paraissait pas hyper à l'aise, hyper expansif. Il était beaucoup moins détendu que la première fois, mais je pense vraiment que c'est lié au moment. Et puis il avait peut-être effectivement... l'idée qu'une news allait tomber en cours d'enregistrement, donc il était aussi un peu à l'affût, je pense. Mais c'était top. En tout cas, on l'a eu, c'était génial, je suis très heureux qu'on ait aussi été là tous les 5 pour passer ce moment avec Mark Gurman. L'épisode 135 se referme, un épisode spécial. Merci beaucoup Marc d'être venu dans iWeek, la semaine Apple, et qui sait, peut-être à dans 34 jours du côté de l'Apple Park. Merci de votre fidélité, de votre soutien sur patreon.com/iWeek. Merci d'être là avec nous chaque semaine. Salut à vous les copains, Elia Bitbol, ciao. Bonsoir Benjamin, bonsoir la team, et bonsoir à tous. Salut Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à tous. On te suit sur @FabriceNeumann sur les réseaux et aussi sur ton site. Sur mon site aussi, exactement. Mais je vais pas le redire ce soir, rien que pour t'embêter. Ah, merci. pro-fusion-conseil.fr. Et t'as vu ? Ah bon, bah alors, ça on réagit bien. Merci les copains. Salut Gilles Dounès. Et salut Benjamin, son capitaine. And congratulations for the English progress. Oh, you're very kind of you. That's very kind of you. Et François Letruet dit que félicitations for your English because tu as dit bonjour quand même, tu as dit hello. Non, j'ai dit aïe. Ah, tu as dit aïe. Il savait que c'est très mal. Hein. C'est vrai. Je me suis cogné le pied contre ma chaise de bureau. À très François, suivez-nous sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news, Mastodon @iWeekNews, @mastodon.world. N'oubliez pas donc la version vidéo dès jeudi à la fois sur Patreon et sur YouTube. Merci pour vos notes 5 étoiles et vos avis sur Apple Podcast. Prenez bien soin de vous, on espère que vous avez apprécié cet épisode très spécial. Passez une bonne soirée, on vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et au milieu de la semaine prochaine. Salut à tous, merci de votre fidélité, bye bye. Bye bye. Bye bye. See you soon.